En Afghanistan, la femme est réduite au rang de faire-valoir. Il lui est quasiment impossible de faire entendre sa voix. Dans cette société patriarcale où la place de la religion musulmane est toute puissante, pourtant, l'une d'entre elles est parvenue à briser un tabou et à s'offrir une place parmi les dirigeants du pays. Cette femme, c'est Massouma Mouradi, devenue gouverneure d'une petite province du centre du pays. Son histoire à découvrir tout de suite dans ce reportage. Une femme dans un monde d'hommes. Dans un pays où le sexisme est à peine voilé, Massouma Mouradi est la seule Afghane à occuper un poste de gouverneur. En tant que femme, c'est difficile de travailler en Afghanistan. Ça demande beaucoup de courage. Je dois être suffisamment forte pour faire face aux pressions politiques et sociales. Déterminée mais aussi expérimentée, Massouma a un parcours sans faute, hautes études, puis passage à la commission électorale afghane avant d'être nommée gouverneur. Mais dans les rues de sa province, ce n'est pas ça que l'on retient. Elle ne peut pas être aussi forte qu'un homme. Un jour, elle était en visite dans un quartier et son convoi a été pris en embuscade. Elle s'est enfuie. Un homme n'aurait jamais fait ça. Une réaction qui illustre bien les mentalités en Afghanistan. Et le soutien du président afghan Ashraf Ghani, qui a par ailleurs inclus 4 femmes dans son gouvernement, n'y change pas grand-chose. Les traditions sont telles dans ce pays que tout le monde n'est pas prêt à se voir dirigé par une femme. C'est pourquoi l'UNDP et la communauté internationale estiment que la gouverneure de Daïkoundi et toutes les dirigeantes du pays ont besoin de tout le soutien qu'on peut leur apporter. Mère de 2 enfants, Mouradi dispose en tout cas du soutien inconditionnel d'au moins un homme, son mari, et lui aussi a reçu sa dose de commentaires machos. Mes amis me taquinent et disent que je suis devenue une nounou ou un secrétaire et je dois prendre sur moi. Mais je suis content que Mme Mouradi soit gouverneure et je la soutiens. Manière douce mais détermination en acier trempé. Malgré les pressions des mollahs et des chefs religieux pour la débarquer, Mouradi tient ferme la barre de sa province. Alors en Afghanistan, on vient de le voir, les femmes essaient d'obtenir une visibilité électorale. En France, pays de la liberté, les femmes parlementaires sont encore victimes de discrimination et d'insultes de la part, Jonathan Serrero, de leurs collègues masculins. Oui, avant de découvrir les chiffres effarants, tout point effarant d'une étude publiée il y a de cela une dizaine de jours, menée par l'Union interparlementaire sur les violences faites aux élus, UES, au féminin, on va revenir sur cet incident qui s'est déroulé en octobre 2013 dans l'enceinte de l'hémicycle français. La députée écologiste Véronique Massonneau prend la parole devant les députés et c'est le moment choisi par le parlementaire UMP de droite Philippe Leray pour imiter le caquetage d'une poule. C'est classe, une attitude condamnée par l'ensemble de l'Assemblée et par son président Claude Bartolone. On l'écoute tout de suite. Nous aurons l'occasion de parler de cela au niveau de la conférence des présidents. Mais s'il y a des combats qui devraient permettre de rassembler beaucoup plus largement sur cet hémicycle, l'égalité entre l'homme et la femme fait partie de ces combats. Ouais, bah c'est pas très classe, hein. Et 3 ans après cet incident, on peut dire que l'attitude des parlementaires masculins envers leurs collègues de la gente féminine, Jonathan Serrero, a juste empiré. Oui, notamment au regard des chiffres publiés et révélés donc par cette étude, une étude menée sur 55 femmes parlementaires. L'échantillon est réduit, certes Valérie, mais il en dit long sur les pratiques de certains dans les couloirs des assemblées électorales. 81,8% des femmes parlementaires interrogées déclarent avoir donc subi une forme de violence psychologique. 44% d'entre elles indiquent même avoir reçu des menaces de mort, de viol, de coups ou d'enlèvement au cours de leur mandat parlementaire, y compris des menaces d'enlèvement ou d'assassinat de leurs enfants, c'est grave. 65,5% des parlementaires interrogés indiquent avoir fait l'objet de remarques sexistes au cours de leur mandat, souvent proférées par des collègues masculins. 20%
20% aussi affirment avoir été agressés sexuellement et 20% affirment avoir été giflés ou frappés. Des chiffres en tout point éloquents qui sortent de l'ombre, notamment après l'affaire Baupin, Denis Baupin, cet élu écologiste. Cette affaire aussi qui avait agité le landerneau politique français cet été. On se souvient que 8 responsables d'Europe Écologie Les Verts accusaient de harcèlement le député de Paris. Pour l'instant, Valérie, seulement 4 parlements, l'Afrique du Sud, Canada, Costa Rica et Thaïlande, disposent d'un règlement ou d'une politique d'égalité homme-femme qui protège les femmes parlementaires contre les remarques sexistes, le harcèlement sexuel et les menaces de violence provenant d'un de leurs collègues élus. Alors on va rester en France. Violence dans les couloirs de l'Assemblée donc, et violences dirigées contre les femmes observées aussi dans les transports en commun. 100% des utilisatrices de transport ont subi au moins une fois dans leur vie une agression à caractère sexuel. Les associations de défense des femmes appellent l'État à réagir et à sensibiliser le public contre ces comportements vulgaires et réprimés par la loi. Plus de détails avec Andrea Benisti. Les portes se referment et l'angoisse commence. 6 femmes sur 10 craignent une agression ou un vol dans les transports franciliens, contre 3 pour les hommes. Sur 600 femmes interrogées, 100% d'entre elles affirment avoir subi un harcèlement lors d'un voyage en transport en commun au moins une fois dans sa vie. Des chiffres alarmants qui ciblent davantage la jante féminine dans un rapport remis au gouvernement. Le degré au-delà, c'est bien la main aux fesses, le frottement, ça peut aller jusqu'au viol. Le harcèlement dans les transports, ça n'est pas de la drague ou de la flatterie, il s'agit d'une violence répréhensible par la loi. Souvent, les victimes de harcèlement ne savent pas qu'elles peuvent porter plainte. Ces condamnations, elles doivent pouvoir s'exercer à partir du moment où il y a un dépôt de plainte. Le problème que nous avions jusqu'à présent, c'est que les femmes n'en parlaient pas. Nous libérons aussi cette parole. Libérer cette parole, c'est aussi dire aux femmes, vous avez le droit d'aller porter plainte. Ce rapport, un moyen pour les associations d'aide aux victimes de tirer la sonnette d'alarme. Leur stratégie, légitimer le problème pour mieux le combattre en s'inspirant entre autres du système dissuasif contre le harcèlement mis en place aux États-Unis et au Canada. Et direction maintenant le Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a fait la promotion des femmes, l'un des piliers de son programme destiné à revigorer l'économie. Mais la partie n'est pas gagnée. Tant de sexisme et tant créché. De nombreux Japonais, au point à Maurice où les hommes politiques ont lancé une campagne pour lutter contre la discrimination sexuelle. Oui Valérie, tout a commencé par une enquête du ministère japonais du Travail. 48% des femmes qui étaient intérimaires au moment de leur grossesse dirent avoir subi des brimades sur leur lieu de travail. Alors, et il fallait y penser, 3 responsables politiques japonais se sont attachés de faux ventres de femmes enceintes. Objectif, faire comprendre aux hommes comment on vit encombré d'un ventre de 7 kilos. Alors vous le voyez, c'est sans commentaire, on aura compris qu'un gouverneur japonais enceinte ne peut enfiler seul ses chaussettes. Sachez encore que les mâles japonais sont réfractaires aux corvées ménagères laissées aux femmes. Les hommes nippons consacrent en moyenne 1 heure par jour à des activités ménagères non rémunérées contre 5 pour leur épouse. Ouais, vous avez vu comme il descend les escaliers. Là, c'est 7 kilos. Alors, quand on va au bout de la grossesse, je peux vous dire que c'est encore une autre histoire. Et d'ailleurs, en Europe, le combat contre les discriminations sexuelles porte sur le salaire. Hier, en Islande, des milliers de femmes ont cessé de travailler à 14h38 pour protester contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Maurice, pourquoi 14h38 ? Parce que moi, ma montre, il est 42. Oui, parce que c'est l'heure à laquelle les femmes islandaises ne sont plus rémunérées si on compare leur salaire à celui de leurs collègues masculins, qui, eux, sont rémunérés jusqu'à environ 17 heures. Ils touchent en effet 14% de plus que leurs collègues féminines. Alors, le quotidien Libération a voulu savoir à quelle heure, dans les autres pays, les femmes devraient cesser de travailler en raison des inégalités salariales. Et la liste, Valérie, va vous intéresser. Les plus défavorisées dans ce domaine, ce sont les Coréennes qui travaillent gratis à partir de 10h48. L'écart salarial en Corée est de 37%. Alors, au Japon, on vient de le voir, les femmes devraient arrêter à 12h09. En Israël, à 13h30. Aux USA, à 13h48. Et en France, vous allez me demander, en France, à 14h38. Alors, aujourd'hui, normalement, à l'appel du mouvement
mouvement Equal Day Pay, les femmes françaises devraient arrêter de travailler lorsqu'elles ne sont plus payées. Mais allez savoir pourquoi. Là, l'appel a été lancé à cesser le travail à partir de 16h34, soit 2 heures après. Bon allez, il faut garder espoir, ça va changer. On va rester au Japon. On l'a vu, les inégalités hommes-femmes sont criantes. Pour exister, certaines femmes rivalisent d'ingéniosité. Appuyées par une association locale de défense des droits de femmes, certaines nippones ont choisi de chausser, figurez-vous, des talons aiguilles pour paraître plus grandes et surtout prendre des allures de femmes occidentales. Une longue marche vers l'égalité. Andrea Benisti. Des talons hésitants qui foulent le sol et des japonaises qui mettent du cœur à l'ouvrage. Une scène répétée quotidiennement dans cette salle de cours de Tokyo. C'est ici que les femmes japonaises apprennent à marcher avec des talons hauts. L'objectif, grimper dans l'échelle sociale. Sortir des sentiers battus est pour la femme japonaise un combat dans une société historiquement patriarcale où le talon haut est parfois la seule arme pour être considérée et entendue. Je veux que les femmes, baignées dans une société masculine, aient confiance en elles pour se faire accepter d'égal à égal dans la discussion. J'espère donc que le fait d'avoir une posture plus élégante leur donnera de la confiance pour oser faire le premier pas et affronter la société. Exercice de tension de la pointe des pieds, massage des orteils et déambulation pieds nus. Des leçons apprises avec assiduité pour se débarrasser des habitudes de marche japonaises héritées du port du kimono et de leurs zori, de lourdes sandales traditionnelles. J'ai pu me rendre compte ici qu'on a tendance à trop plier les genoux, à courber le dos et à avoir le cou qui part vers l'avant. Face à une société qui s'occidentalise depuis la fin du XXe siècle, la femme entre en quête d'indépendance dès les années 1980. Un rôle qui contraste avec celui de la culture japonaise où la femme ne doit pas se mettre en avant. Et pour se détacher du poids des traditions, 4000 apprentis se sont laissés tenter par ce programme, avec à la clé un diplôme d'instructrice en escarpin. Les leçons sont prises au sérieux et certaines sont prêtes à y mettre les moyens, soit l'équivalent de 3 000 € pour 12 séances, le prix de la marche vers l'égalité.